Le trousseau, Anton Tchekhov. J'ai vu au cours de ma vie nombre de maisons, grandes et petites, en pierre et en bois, vieilles et neuves, mais l'une d'elles est surtout restée gravée dans ma mémoire. Ce n'est d'ailleurs pas une vraie maison, rien qu'une maisonnette, basse à un seul étage, avec 3 fenêtres. Elle ressemblait singulièrement à une vieille femme bossue, coiffée d'un bonnet. Enduite de stuc blanc, couverte de tuiles, la cheminée décrépie, elle disparaissait dans la verdure des mûriers, des acacias et des peupliers, plantés par les grands-parents et les ancêtres des propriétaires actuels. La verdure empêchait de la voir, mais ne faisait pas qu'elle ne fût pas une maison de ville. Sa large cour fait partie d'un système d'autres cours, larges et vertes elles aussi, qui composent la rue de Moscou. Aucun véhicule ne traverse jamais cette rue. Il y passe rarement quelqu'un. Les volets sont presque toujours clos. Les habitants n'ont pas besoin de lumière, ils n'en ont que faire. On n'ouvre jamais les fenêtres, car les habitants de la maisonnette n'aiment pas l'air frais. Les gens qui vivent constamment au milieu des mûriers, des acacias et des bardanes sont indifférents au charme de la nature. Dieu n'a donné la faculté d'en comprendre les beautés qu'aux personnes qui passent l'été à la campagne. Le reste des humains y est profondément indifférent. Les hommes ne prisent pas ce dont ils sont riches. Nous ne savons pas, dit-on, garder ce que nous avons. Bien plus, ce que nous avons, nous ne l'aimons pas. Autour de la maisonnette, c'est le paradis terrestre, verdure et joyeux oiseaux. Mais dans la maison, hélas, il y fait lourd et étouffant en été. En hiver, il y fait chaud comme dans une étuve. On y est asphyxié de vapeur de charbon. Et l'on s'y ennuie. J'allais pour la première fois dans cette maisonnette il y a bien longtemps, et j'y allais pour affaires. J'avais à donner de la part du propriétaire de la maison, le colonel Tchikmassov, le bonjour à sa femme et à sa fille. Je me souviens très bien de cette première visite, et on ne pouvait d'ailleurs pas l'oublier. Quand vous passez du couloir au salon, imaginez-vous une petite femme corpulente d'une 40aine d'années, qui vous regarde avec effroi et surprise. Vous êtes un étranger, un visiteur, un jeune homme. Cela suffit pour la plonger dans la surprise et l'effroi. Vous n'avez dans les mains ni casse-tête, ni hache, ni revolver. Vous souriez amicalement, et pourtant on vous reçoit avec méfiance. Qui ai-je l'honneur et le plaisir de voir vous demande d'une voix tremblante la femme d'un certain âge, dans laquelle vous reconnaissez Madame Tchikmassov. Vous vous nommez, vous expliquez pourquoi vous venez. L'effroi et la surprise se changent en un « Ah !» sonore et joyeux. Les yeux roulent, le « Ah !» se transmet en écho du couloir au salon, et du salon dans la salle à manger, et de la salle à manger à la cuisine, ainsi de suite jusqu'à la cave même. Bientôt toute la maisonnette est remplie de « Ah !» joyeux et variés. Au bout de 5 minutes, vous êtes assis au salon sur un vaste, molle et brûlant canapé, et vous entendez les « Ah !» dont retentit toute la rue de Moscou. Cela sentait la poudre insecticide et le chevreau de quelques paires de bottines enveloppées dans de la serge et posées sur une chaise près de moi. Il y avait aux fenêtres des géraniums et des morceaux de mousseline. Sur les mousselines, des mouches repues. Au mur, le portrait à l'huile d'un évêque, sous un verre dont un angle est brisé. À côté de l'évêque, une rangée d'ancêtres jaune citron, à physionomie de zigane. Sur la table, un dé, une bobine de fil, un bas que l'on tricote. Par terre, des patrons et un corsage faufilé noir. Dans la pièce voisine, 2 vieilles femmes agitées, craintives, ramassent des patrons et des retaillons de calicot tombés à terre. « Quel affreux désordre! Excusez-nous » dit Madame Tchikmassov. Tout en causant avec moi, Madame Tchikmassov regardait du coin de l'œil, confuse, vers la porte, derrière laquelle on continuait à ramasser les patrons. La porte, comme confuse elle aussi, s'entr'ouvrait et se refermait. « Enfin, que veux-tu donc ?» demande Madame Tchikmassov dans la direction de la porte. « Où est mon cravate, lequel mon père m'avait envoyé de Koursk ?» demanda une voix de femme derrière la porte. « Ah, est-ce que, Marie, est-ce qu'on peut demander des choses pareilles? Nous avons donc chez nous un homme très peu connu par nous. Demande à Loukeria. »« Hein ?» lisais-je dans les yeux de Madame Tchikmassov, rouge de plaisir. « Comme nous parlons bien français !» Bientôt après, la porte s'ouvrit et je vis une grande jeune fille de 19 ans, maigre, en longue robe de mousseline, avec une ceinture dorée, à laquelle pendait un éventail de nacre. Elle entra, fit une révérence, et devint toute rouge. Son long nez, un peu touché de petites vérolles, rougit d'abord, puis la rougeur passa du nez aux yeux, et des yeux aux tempes. « Ma fille !» me dit d'une voix chantante Madame Tchikmassov. « Manetchka, c'est le jeune homme qui… » Je fis connaissance et exprimai mon étonnement de voir tant de patrons. Mère et fille baissèrent les yeux. « Nous avons eu la foire de l'Ascension, dit la mère. Nous y achetons toujours des tissus.
et les cousons ensuite toute l'année jusqu'à la foire suivante. Nous faisons tout nous-mêmes. Mon Piotr Stepanitch ne gagne pas lourd, et nous ne pouvons pas nous permettre de luxe. Nous sommes obligés de confectionner nos effets nous-mêmes. Mais qui donc porte une si grande quantité de choses? Vous n'êtes que deux. Ah, ce n'est pas pour les porter, c'est un trousseau. Ah, maman, dit la fille en redevenant rouge, que dites-vous? Vraiment, monsieur pourrait croire? Je ne me marierai jamais, jamais. C'est ce qu'elle disait, mais au mot marié, ses yeux brillèrent. On apporta le thé, des craquelins, des confitures, du beurre, puis des framboises avec de la crème fraîche. À 7 heures, on servit un souper de 6 plats. Pendant ce souper, j'entendis un fort bâillement. Quelqu'un bâillait très fort dans la chambre voisine. Je regardai du côté de la porte avec étonnement. Seul un homme pouvait bâiller ainsi. C'est le frère de mon mari, Yegor Semyonitch, expliqua madame Tchekmassov, remarquant mon étonnement. Il habite avec nous depuis l'an dernier. Excusez-le de ne pouvoir se présenter. C'est un sauvage. Il est gêné devant les étrangers. Il se dispose à entrer au couvent. On lui a fait un affront dans son service. Et alors, de chagrin. Après le souper, madame Tchekmassov me montra une étole que Yegor Semyonitch brodait pour la donner à une église. Manetchka, mettant une minute sa timidité de côté, me montra une blague à tabac qu'elle brodait pour son père. Quand je parus étonné de son travail, elle chuchota quelque chose à l'oreille de sa mère, et celle-ci, rayonnante, me proposa de la suivre dans la lingerie, où j'aperçus 5 grands coffres et beaucoup de malles et de caisses. « C'est le trousseau, » murmura la mère. « Nous avons tout fait nous-mêmes. » Après avoir jeté un regard sur ces malles rébarbatives, je pris congé de mes hôtesses hospitalières, et l'on me fit promettre de revenir un jour. Je tins parole lorsque, 7 années plus tard, je fus envoyé comme expert dans cette même petite ville pour une affaire judiciaire. J'entendis, en entrant dans la petite maison, les mêmes « Ah !» On m'avait reconnu. Je crois bien. Ma première visite avait été dans la vie de ces dames un véritable événement. Là où il se passe peu de choses, on se souvient longtemps de ce qui arrive. Quand j'entrai dans le salon, la mère, encore plus corpulente, grisonnant déjà, rampait à terre, taillant je ne sais quelle étoffe bleue. La fille brodait, assise sur le canapé. C'étaient les mêmes patrons, la même poudre insecticide, le même cadre à angle cassé. Mais il y avait tout de même des changements. Le portrait de Piotr Semyonitch se trouvait près de celui de l'évêque, et les dames étaient en deuil. Piotr Semyonitch était mort, 1 semaine après avoir été nommé général. Les souvenirs commencèrent. La générale se mit à pleurer. « Nous avons eu un grand malheur, dit-elle. Piotr Semyonitch, savez-vous, n'est plus. Nous sommes toutes deux devenues orphelines, et nous n'avons plus de recours en personne. Yegor Semyonitch est vivant, mais nous ne pouvons dire de lui rien de bon. On l'a refusé au couvent à cause des boissons fortes. Et maintenant, de chagrin, il boit encore plus. Je veux aller trouver le maréchal de la noblesse et me plaindre. Il a, figurez-vous, ouvert plusieurs de nos malles et a dévalisé le trousseau de Manetchka pour le donner à des pèlerins. Il a entièrement vidé 2 malles. Si cela continue, ma Manetchka n'aura plus de trousseau. »« Que dites-vous, maman » fit Manetchka toute confuse. « Vraiment, monsieur pourrait croire à tort on ne sait quoi. Je ne me marierai jamais. Jamais !» Manetchka regardait le plafond, pleine d'espoir, inspirée et ne croyait évidemment pas ce qu'elle disait. Une petite silhouette masculine, à large calvitie, vêtue d'un patelot brun, chaussé de caoutchouc en guise de bottines, fit irruption dans le couloir et le traversa avec un bruit de souris. Apparemment, Yegor Semyonitch, pensai-je. Je regardais en même temps la mère et la fille. Toutes deux avaient prodigieusement vieilli, s'étaient affaissées. L'argent avait glacé la tête de la mère. La fille s'était ternie, fanée. Sa mère semblait n'avoir que 5 ans de plus qu'elle, pas plus. « Je veux aller me plaindre chez le maréchal de la noblesse, » me dit la vieille, oubliant qu'elle me l'avait déjà dit. « Yegor Semyonitch nous prend tout ce que nous faisons et le donne je ne sais où, pour sauver son âme. Ma Manetchka n'a plus de trousseau. » Manetchka sourit, mais cette fois ne dit rien. « Nous sommes obligés de tout refaire, et nous ne sommes pas riches, Dieu le sait. Nous sommes, elle et moi, des orphelines. »« Nous sommes des orphelines, » répéta Manetchka. Le destin me ramena l'an passé dans la petite maison. Je vis, en entrant au salon, la vieille madame Tchekmassov, toute de noir vêtue, avec des pleureuses. Elle cousait quelque chose, assise sur le canapé. Auprès d'elle était assis un petit vieux en redingote brune, ayant des caoutchoucs en guise de souliers. M'apercevant, le vieux se leva et s'enfuit du salon. Quand je l'eus salué, la vieille dame me dit en souriant. « Je suis charmée de vous revoir, monsieur. »« Que cousez-vous là ?» lui demandai-je peu après. « Une chemise. Quand elle sera faite, je la porterai chez le curé.
car autrement Yegor Semyonitch l'emporterait. Je cache tout maintenant, chez le curé, me dit-elle tout bas. En ayant jeté un regard sur un portrait de sa fille, placé devant elle sur la table, elle me dit en soupirant. Nous sommes, voyez-vous, des orphelines. Où était donc sa fille? Où était Manetchka? Je ne la questionnais pas. Je ne voulais pas questionner la vieille en grand deuil, et, tant que je restais, et au moment où je partis, Manetchka ne parut pas. Je n'entendis ni sa voix, ni ses pas lents et timides. Tout était clair, et j'en avais l'âme si lourde.